Voilà, parfait. Donc là, nous sommes en direct. Yves, c'est un live Facebook, vous connaissez. Oui. Bonjour à toutes et à tous, celles qui nous rejoindront ou bien nous verrons ensuite. Voulez-vous identifier Yves Ganancia dans cette vidéo? Oui. J'identifie. Bam. Voilà. Non, c'est très bien fait. Très très bien fait. Donc, on sera regardé ici, on sera entendu là-bas. C'est un nouveau rendez-vous, chers amis. Ça s'appelle Communité, avec un point central au milieu entre com et unité. Je n'ai pas besoin de vous décrire le concept. Il est de recevoir une personnalité de la communauté de Grenoble et environ pour la découvrir ou la redécouvrir, pour connaître son actualité, l'actualité institutionnelle ou associative, et puis aussi de viser ensemble, dans l'intime, entre nous, d'une question qui nous taraude, que nous avons en partage. Voilà, donc ce seront les 3 temps. Au milieu, il y aura 2 pauses musicales qui sont choisies par notre invité. J'ai l'honneur de vous présenter, mais je vais le refaire à l'antenne, Yves Ganancia. Bonjour. Bonjour, bravo. Bonjour Yves, on va faire comme à la télé. Président du CRIF Grenoble Dauphiné. Si on est bon... Il y a le flash. Ah, il y a le flash. Le flash RCJ. Ouais. Voilà. Retrouvez-nous sur RCJ, bien sûr, pour le mot du jour, le mardi. D'ailleurs, ça doit passer maintenant, ou c'est passé ce matin. Le mot du jour qui, aujourd'hui, cette semaine, était Agora. On est reparti pour une série. Et la paracha de la semaine, le vendredi. Voilà. Bon, mais ça, c'est sur une radio. On ne peut pas dire une radio concurrente, en fait, Fred. RCJ, c'est la radio mère. Non, c'est les fréquences juives parisiennes et nous, on est. Nous sommes une fréquence juive de province. Faut-il le rappeler. Grenoble n'est pas encore la capitale d'Europe. Elle n'est que la capitale des Alpes. C'est bien, capitale des Alpes. Oui. Alors, ça va, on vous voit bien, c'est parfait. Donc, à la limite, mettez, si vous voulez bien, votre coude là, comme je le fais, là, comme si on était sur un zinc. D'accord. Imaginez qu'on a deux schnapps là, qui nous sont servis très frais, et ça donne envie. Et puis voilà. Et donc, on va discuter comme ça, pas trop loin du micro. Ok. Et comme ça, on nous voit, on verra nos profils. De temps en temps, on se ziote la caméra par là-bas. Alors, on a trouvé un générique, parce que c'est pour ça qu'on parlait de Queen, enfin de Bohemian Rhapsody. On a choisi comme générique une adaptation de Queen par un orchestre philharmonique. Ça se prête très très bien. La partition est toute trouvée. C'est un vrai bonheur. Tiens, je ne connais pas la voix. Est-ce que c'est Sandrine ce match? Je fais une flash, j'annonce l'info après, les 2-3 trucs. Je vous annonce, Ouais. je balance l'intro à mon petit silence. Ouais. Et puis après, on quand se c'est le signal, on se lance. Voilà. Ouais, Une fois que c'est c'est parti, c'est parti. Génial. Bon. Donc on va parler de Sidi Bel-Abbès, comme convenu, on va commencer par là. Là. Sidi Bel-Abbès. On parle de votre voyage à Sidi Bel-Abbès éventuellement? Ou vous n'êtes pas... En fait, quand j'en parle, je vois que les gens, ça les interpelle, ça les intéresse. Les intéresse, ça les étonne, ça les intéresse. Mais oui, c'est intéressant, c'est ça. Ça les interpelle, ouais. Que ce soit des juifs ou des non-juifs. Bien sûr, bien sûr. Ce serait bien quand même si tout ça s'apaisait. Hein, Je pourrais parler du cimetière de Sidi-Bel-Abbès, Ouais. qui est entretenu par Alain Fladou, quand même. Oui. Oui. Il y veille personnellement, parce qu'il a ses ancêtres là-bas. Il a ses grands-parents. C'était notre boulanger. Hein. On est déporté la dafina au four. Dans le four des Aflanou. Ah ben oui. Il y avait quoi, une dafina offerte, comme les lunettes, non? Comment ça marche? Chacun apportait sa dafina. Ouais. Et le samedi, moi je sortais de l'école, la Fatouma venait me chercher à l'école. Ouais. Et elle avait un couffin, ses couffins. Ouais. Les marmites étaient marquées à la chaux. On avait un numéro à la chaux. Ouais. Et on avait un piquet avec un bout de bois avec le numéro. Ouais. Dessus, un bout de bois avec une ficelle, vous voyez, comme ça. Et on revenait avec le bout de bois, ils nous donnaient notre marmite, on la mettait dans le couffin. Et c'était la dafina qu'on mangeait le samedi, quoi. Extraordinaire. Toutes les dafinas qui étaient De tout le monde. de tout le monde. Tous ceux qui
voulait. Mhm. Ça, c'est des souvenirs d'enfance. Ça marchait comme ça dans l'Antiquité. Hein. Je sais pas si vous réalisez que c'est les mêmes procédés. C'est la même chose près. J'étais chez Aflalo, parce que nous, chez nous, J'étais chez Aflalo. moi, la plata, j'ai découvert ça ici, hein, même en Israël. Ouais. On n'en pas à Grenoble. Hein. Mhm. Mais chez nous, il n'y avait pas la plata. Donc on allait porter la tachina. Et pourtant, nous, on n'était pas très observants. Hein. C'est extraordinaire. Si les gens savaient, quand ils achètent leurs lunettes, enfin, on ne fait pas de publicité, bien sûr, mais c'est beau, hein, ce parcours. Oui, il entretient le cimetière, il paye le gardien. C'est le gardien qui me l'a dit. Il m'a dit, moi, c'est l'avocat de M. Flalou qui m'envoie de l'argent tous les trimestres. Depuis des années. Ouais. Bon. Ça coûte pas bien cher. Hein. Non, mais bon, c'est beau. On est... Allez, ça va être à nous. Bonjour à tous, ici Communauté, c'est notre nouveau rendez-vous sur les ondes juives de Grenoble et région, Radio Kol Shalom 100 FM. Vous nous suivez également sur les réseaux sociaux, en direct. Cette émission diffusée le mardi 11h midi et le dimanche 11h midi accueillera un invité de prestige, une personnalité communautaire ou locale. Et pour inaugurer ce nouveau cycle, j'ai souhaité recevoir Yves Ganancia, président du CRIF Dauphiné. Yves Ganancia, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'essuyer les plâtres avec nous. Merci d'avoir répondu sans hésiter une seule seconde à cette invitation. C'est pas évident hein, de commencer, d'inaugurer et, comme je disais à l'instant, d'essuyer les plâtres. Mais rassurez-vous, ici vous êtes à la maison, vous le savez bien, et tout va très très bien se passer. Alors, dans ces quelques quarts d'heure qui nous sont donnés, on aura l'occasion, cher Yves, de vous connaître personnellement. Tout le monde à Grenoble, évidemment, connaît votre action, sait qui vous êtes, ce que vous portez comme combat, mais nous allons bien sûr y revenir. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre d'où vous vient cette ardeur, d'où vous vient, sinon ce talent, en tous les cas, votre engagement d'homme. Nous recevrons hommes et femmes à parité hein, dans cette émission, je tiens à le dire. Bon, il se trouve que vous êtes un homme, ma foi, nous n'y pouvons rien, mais il y aura systématiquement un homme, une femme, ceci, nous en faisons un point d'honneur. Vous connaître mieux, connaître votre action et ensemble, dans un troisième temps, discuter d'une question plus philosophique, plus intime, qui procède de votre réflexion. Et là, la réflexion, justement, sera ouverte. Nous allons ensemble débattre. Et en fait, étudier comme on étudie en tandem, sauf qu'ici, ce n'est pas exactement un cadre d'académie talmudique, mais vous allez voir, ça en a tout l'air. Alors, premier temps de notre échange, cher Yves Ganancia, vous, qui êtes-vous, Yves Ganancia? Si je vous dis trois choses, si je vous dis Sidi Bel Abbès, Valence, Grenoble, trois mots qui sont en fait trois villes. Oui, alors, oui, qu'est-ce que vous me dites par rapport à ces trois villes? D'abord, Sidi Bel Abbès, en Algérie. Eh bien oui, on peut me définir par ces trois villes, parce que c'est les trois villes où j'ai vécu jusqu'à maintenant. Sidi Bel Abbès jusqu'à l'âge de 13 ans. Voilà, donc une famille, disons, traditionnelle, avec quand même un grand-père qui était président de la synagogue, la principale synagogue. On disait le temple Bedoc. Le temple Bedoc. Du nom du fondateur, je suppose. Oui, du temple du fondateur. Vous vous rappelez le nom de la rue? Oui, c'est très important, ça. Bien sûr, je m'en rappelle, puisque en fait, j'ai compris très tard. En sixième, quand j'ai commencé à étudier l'anglais, on disait toujours
C'est rue Lord Byron, rue Lord Byron. En fait, c'était rue Lord Byron. Lord Byron, oui, bien sûr. Mais Bien sûr. voilà, et puis ma grand-mère était présidente de la maternelle. La maternelle, c'était l'équivalent de la VISO en Algérie, donc une association de bienfaisance. Donc voilà, un milieu traditionnel juif, et puis entouré bien sûr de toute la famille qui ensuite a été dispersée. Alors Valence parce qu'en fait on est arrivé en Un petit 62. instant, donc vous êtes une famille d'engagés déjà. Oui, mes grands-parents, bon, mes parents à un degré moindre, mais mes grands-parents étaient engagés. Mon oncle, j'avais un oncle aussi qui a été adjoint au maire, donc engagé, qui était avocat et qui a été adjoint au maire, Maître Bénichou. Je salue ici sa mémoire, et qui m'a donné aussi l'exemple de cet engagement, et qui était un très bon avocat, un grand avocat. Yves Gadancier, lorsqu'on est à 13 ans, 10, 12, 13 ans en Algérie, et qu'on évolue sous les trois couleurs, car c'est pour l'époque Oui. l'Algérie française, on apprend aussi l'amour de la France. Et lors de nos échanges préalables, c'est beaucoup ressorti. Est-ce que vous pouvez me dire un mot sur cette découverte, non pas d'un patriotisme aveugle, mais d'un amour véritable? Il se passe quoi chez vous pour la fête nationale, par exemple? Ah ben, le 14 juillet, mon père sortait le drapeau, et le drapeau tricolore, bien sûr, et le mettait à sa fenêtre, au balcon de notre villa. Et puis, quand il entendait la Marseillaise, il se mettait au garde à vous. La Marseillaise à la maison, à la radio, à la télévision. Oui, à la radio, disons, à l'époque, debout, c'était la tout le monde radio, debout. bien sûr. Et puis, voilà, il y avait un grand amour. Mon père avait été fait son service militaire avant-guerre. Alors, c'est un peu, c'est assez marrant, puisqu'en fait, il était passé par Grenoble. Il a été hospitalisé, il a eu un problème. Ça devait être en 32 ou 33. Il a été hospitalisé à l'hôpital militaire de Grenoble. Et quand des années après, je suis venu m'inscrire à la faculté de médecine et de pharmacie, qui est juste en face de l'hôpital militaire, je me disais, mais tu te rends compte, j'étais à cette fenêtre à me morfondre là, et puis en face, il y avait des terrains vagues, et jamais j'aurais pensé que un jour j'aurais un fils qui étudierait juste en face parce que pour lui, c'était pas un très bon souvenir. Et ensuite, pendant la guerre, il a été rappelé, alors qu'il avait 27-28 ans. Il a été rappelé, donc il était réserviste, hein, il a fait des périodes de réserve. J'ai retrouvé son carnet militaire il n'y a pas longtemps. Et donc, il y avait effectivement cet amour de la France. Et quand moi-même, j'ai voulu un petit peu, comme tout Français, échapper au service militaire parce que je faisais mes études et que ça allait interrompre mes études, il n'en était pas question. C'est votre maman qui vous a tiré les bretelles par rapport à vos Ah hésitations. oui, il n'en était pas question. Ma mère m'a dit, mon fils, la France nous a tout donné. Et tu peux lui donner une année de ta vie, nous a tellement donné que c'est pas grand chose, et tu vas faire ton service militaire. Et donc j'ai fait mon service militaire. C'est une mère juive qui parle, ça c'est vraiment formidable. Donc engagement militaire bien sûr pour la France à tous les niveaux et pour la communauté, il y a déjà cette double identité. On vous retrouve à Valence, ça c'est votre arrivée en métropole. On est en 62, n'est-ce pas? Nous sommes après les événements d'Algérie. Oui. Et qu'est-ce que vous découvrez à Valence? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vos parents, votre famille réalise à Valence? Alors, je voudrais dire une chose, c'est que en Algérie, à Sidi Bel Abbès, je voudrais parler quand même d'un fait quand même qui était marquant, c'est qu'il y avait de l'antisémitisme. Là, dans ma jeunesse, j'ai été confronté à l'antisémitisme. C'était une ville qui avait été... Bon, il y avait les légions étrangères. Ce n'est pas la Légion étrangère qui était la cause de l'antisémitisme, mais il y avait quand même une mairie qui était très, très, très à droite, voire extrême droite. Et ensuite, c'est pour ça que je parlais de mon oncle tout à l'heure. Mon oncle a été dans la mairie, une mairie socialiste, et mon oncle était donc adjoint au maire, et ils avaient contré la mairie qui était très, très à droite de l'époque. D'ailleurs, pendant la guerre, ils étaient très très pressés de voir les Juifs porter l'étoile juive, et elles étaient prêtes, les étoiles, et il y a eu le débarquement américain, et ils n'ont pas porté les 42, des Alliés. Ils n'ont pas porté l'étoile juive. Voilà, alors,
vous vouliez parler de mon arrivée à Valence. Donc à Valence, c'est bien. Nouvelle tranche de vie, donc c'est le deuxième mot Ouais, que je vous ai posé, Valence. Donc on arrive en 63, et donc en fait, par un petit peu le hasard de la vie, et comme tous les pieds noirs qui sont arrivés, on est arrivé à Valence et il n'y avait pas de communauté. Donc je crois que vous êtes empressé d'en créer une. Enfin, quand je dis vous, c'est-à-dire... Mon papa, votre papa. On a été accueillis par un monsieur Lévy, d'une famille où il y avait eu beaucoup de personnes déportées. Et les premiers offices, les premières réunions sont faites dans le garage de sa villa. On a été accueillis aussi très très bien par le culte protestant, qui a mis à notre disposition le foyer Balzac, où on a pu faire les premiers Rosh Hashanah. Là, nous sommes dans les années 63, ah oui, 64, directement. voilà. D'accord. Donc, il y avait bien entendu, il y a eu une communauté à Valence, faut-il le rappeler, dont il restait quasiment quelques décimée pendant la personnes guerre. Il restait quelques d'origine personnes. ashkénaze, dont ce monsieur Lévy. Monsieur Lévy, je me rappelle, il y avait un monsieur Ozuc aussi. C'était des gens qui travaillaient dans les bonnetteries. Il y avait beaucoup de bonnetteries à l'époque à Valence, comme il y en avait à Rouen. Et eux, ils avaient subi donc la guerre et ils nous ont accueillis. Et ensuite, grâce à l'aide bien sûr du Fonds social juif unifié, on a pu recréer une synagogue, un centre communautaire. Et mon père faisait partie, était un des artisans de la création de ce centre communautaire et de cette synagogue. On peut citer une figure immense de la vie à Valence, de la vie juive à Valence après-guerre, c'est le rabbin Habib, qui vit toujours, que vous avez rencontré récemment. Oui, j'ai eu grand plaisir à le voir au moment des fêtes de Sukkot, puisqu'il vit à Ashkelon. Et c'est le rabbin qui nous a marqué, puisqu'en fait, il est resté plus de 40 ans. Oui, quasiment 50 ans de sacerdoce. Rabbin à Valence, et qui était quelqu'un qui était très fédérateur, et qui était une communauté, c'était une famille, puisqu'on avait 100 familles, puisque Valence, en fait, la communauté couvrait Drôme, Ardèche, notamment pour la Chevra Kadisha. Oui, tout se passe à Valence. Alors, bon, certes, il y a l'engagement paternel, mais vous aussi, vous participez au mouvement de jeunesse, vous vous formez. Oui. Vous m'avez parlé de formation pour des sédarim communautaires. Était-ce le DEJ, via le DEJ, c'est bien cela? Oui, d'abord j'étais au ZI. On avait deux sections. Ah, vous fûtes scout, très bien. Deux sections DI, et puis j'ai même fait un camp dans le Lot avec les EI. Et puis ensuite le DEJ, et on avait un animateur qui nous avait été envoyé par le FJU, qui s'appelait David Allon. Et à l'époque, il y avait aussi un animateur qui a marqué beaucoup de Grenoblois ici à Grenoble, qui s'appelait Zvika. Et en fait, il travaillait de concert, et on avait des rencontres avec les jeunes juifs de Grenoble. À l'époque, j'ai connu Guy Krottenberg, Gilbert Russe et un grand nombre de juifs, de jeunes. Voilà. Et on avait un séminaire en février à Herbé, au château d'Herbé, qui à l'époque appartenait au FSJU. Et en fait, pour nous former, pour organiser des sédarim communautaires pour les fêtes des Pessah. Ce qui fait que c'est la fête que je connais le mieux. Mais j'imagine que c'était le choc des cultures, parce que vous arrivez d'une famille qui vient de l'Oranie, Oui. avec ses airs, avec ses mélodies, sa liturgie, Oui. et vous voici nourri, parce que ce qui est fort, vous êtes aussi un enfant des institutions juives, françaises, continentales, européennes, en même temps que fils d'une culture et d'une famille. Et donc, choc des cultures, vous chantez comme on vous apprend à cette formation. Ouais. Et c'est pas exactement comme ça qu'on faisait dans vos familles. Comment ça s'est passé, juste pour l'anecdote? Alors, ça s'est mal passé la première fois, parce que quand je suis revenu de la formation, j'avais des airs qui étaient plutôt, mais moi je ne savais pas, je ne faisais pas le distinguo, des airs plutôt ashkénazes. Bravo. Et en fait, Et Oran, on ne faisait pas comme ça. C'est la messe, on ne faisait pas comme ça. Et mon père était vraiment très très choqué. Lui, il lisait à toute vitesse et sur un rythme un peu monocorde. Et donc en fait, il y a eu un petit peu ambiance le premier CDR. Alors quelques années plus tard, quand j'ai fait mes propres CDR à la maison, j'ai pu vraiment m'exprimer. C'est souvent dans les soirs de Pessah qu'il y a beaucoup d'ambiance dans les familles, parce que justement les générations n'entendent pas d'une même oreille. Alors, 1968, Yves Ganancia, la France est
est en effervescence. Vous arrivez à Grenoble. Alors moi j'arrive à Grenoble. C'est une époque de crise au niveau de la communauté juive, comme chacun sait. C'est aussi l'époque de la fameuse villa au cours Jean Jaurès, au cours de la Libération, vous me direz, où les jeunes se retrouvaient. Alors vous arrivez à Grenoble, il se passe quoi pour vous? En 68, n'est-ce pas? Vous avez 19 ans. Oui, j'arrive en 68. Grenoble, c'est les Jeux Olympiques. Ah oui. Et c'est une année... Inaugurée par le général. Oui. Vous avez vu le général de Gaulle? Oui, de loin. Vous l'avez salué en tant que, mais, en tant que juif d'Algérie. Qu'avez-vous fait? C'était une année très spéciale parce qu'il y a eu à la fois les Jeux Olympiques, et puis donc la fac était fermée tout le mois de février pendant 3 semaines, et puis, ou un mois même, et puis on a repris les cours, et puis fin mars, parce qu'on parle toujours de mai 68, mais ça a commencé le 22 mars, le mouvement du 22 mars, avec Alain Gesmar et Sauvageau et Cohn-Bendit. Et donc en fait, la fac de nouveau était fermée. Et donc c'était une année, on a passé l'examen en septembre et on a bénéficié de la clémence de nos professeurs. Cette année-là, comme dirait l'autre. Fac de pharmacie. Hein, ce qui m'a permis peut-être comme ça de passer ma première année, de me mettre le pied à l'étrier. Mais c'était une année spéciale puisque en fait on a une année quand même assez perturbée. Alors au niveau communautaire, j'ai commencé à prendre des contacts avec la communauté et malheureusement je ne me suis pas senti à l'aise parce que venant d'une communauté qui était très, très solidaire, très unie, j'arrivais en plein schisme grenoblois et ça m'a un petit peu tenu, je dois dire, à distance de la communauté. Alors ça, c'est une grande leçon. C'est intéressant parce que, du coup, vous revenez, si j'ose dire, des années plus tard. On ne parle pas de traverser le désert parce qu'il y a Valence qui n'est pas loin. Hein. Vous êtes dans les allers-retours à Valence, bien sûr. C'est là que sont... Alors, mon père ayant fondé la communauté de Valence, toutes les fêtes, Rosh Hashanah, Kippour, alors beaucoup de gens pensaient à Grenoble que je n'étais pas pratiquant du tout. Mais si, mais les fêtes, je les passais en famille, avec ma famille. J'avais ma soeur, mon beau-frère, mes neveux et nièces. Et puis, donc, je faisais toutes les fêtes à Valence, tant que mon père a vécu, et puis ma mère qui est décédée à 99 ans. Allez, encore une dernière touche, et si j'ose dire, la plus belle, bien que tout ce que vous avez raconté est extrêmement précieux, c'est encore un coup de cœur et une institution, les deux donc, qui vous remettent le pied à l'étrier. Parlez-nous de l'appel juif unifié et de Madame Ganancia. Oui, c'est Caroline qui s'investit grâce à Olivier Assouline, donc à l'appel unifié Juifs de France. Au début, je dois dire que je ne l'ai pas vraiment encouragé parce que j'avais cette idée que j'avais peur que ça la rebute, qu'elle soit... on sait que dans la communauté, il y a toujours des critiques, hein, je veux dire, toujours des critiques, quoi qu'on fasse. Et donc, j'avais peur qu'elle se décourage. Bon, mais elle était soutenue par Olivier. Elle a fait une très belle rencontre aussi. En la personne de Violette Krief, Zichrona Livracha, qui nous a quittés il y a peu de temps. Et Violette lui a appris, à qui nous pensons très fort, ainsi qu'à sa famille, lui a appris ce qu'un certain comique nommera plus tard le logiciel de placement de table. Ah oui. Alors ça, c'est pas propre à Grenoble, même si ce logiciel a dû faire ses armes ici. Oui. Donc en fait, Caroline ne connaissait pas bien la communauté, et par contre, c'était Violette qui lui disait « Ah non, un tel, tu peux pas le placer à la table d'un tel, etc. » Enfin voilà, elle était bien au courant des problèmes, des inimitiés qu'il pouvait y avoir malheureusement, et donc en fait elle a appris comme ça à mieux connaître la communauté et elle s'est investie pendant une quinzaine d'années à l'appel unifié avec, je dois dire, de beaux succès, de belles manifestations. Et oui, parce qu'elle a apporté son expertise événementielle. Voilà. Donc c'est 20 ans d'engagement à l'appel unifié pour Caroline, et donc par voie de conséquence un peu pour vous-même aussi. Ça devient une histoire de famille aussi à votre niveau, parce que vos filles sont très engagées, hein, l'ont été dans le cadre de la protection de la communauté. Aujourd'hui, ils mènent des carrières brillantes outre-Manche et outre-Méditerranée, en Angleterre et en Israël, et on les salue si elles nous suivent. Et puis vous rencontrez Edwige Elkaïm, Zichrona Livracha, qui préside le CRIF, oui, qui succède à Jean-Luc Médina, que nous recevrons... et s'il ne le sait pas encore, et il l'apprend sans doute maintenant, que nous recevrons avec un immense plaisir et honneur très prochainement. C'est aussi une personnalité qui gagne à être
encore mieux connu, Edwige El-Kaïm, qui préside le CRIF et qui vous coopte, qui vous happe littéralement. Alors, je dois dire qu'avant avant ce coup de cœur, bon, il y avait eu un coup de colère. Ah oui. C'était l'apparition dans les années 85 du révisionnisme. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas encaissé. Et les écrits, bon, je ne veux pas les citer parce que je ne veux pas leur faire de la publicité à ces gens-là. Tout le monde les a oubliés. Oui, et Ils sont donc, un en détail. fait, mais en tous les cas, pour moi, ça a été un détonateur où je me suis dit que c'était pas possible. Voilà, je n'avais pas souffert du tout de l'antisémitisme que j'avais connu dans mon enfance à Sidi-Bel-Abbès, mais franchement, à Valence, pendant mes études secondaires, puis à Grenoble pendant mes études, et même ma vie professionnelle, j'ai pas ressenti ça. Voilà. Mais cette vague de révisionnisme, ça m'a sensibilisé, je me suis dit qu'on ne pouvait pas les enterrer une deuxième fois, ces gens-là, on ne pouvait pas contester l'existence des chambres à gaz. Et donc ça a été le détonateur, le révélateur. Mon identité juive, elle existait, mais ça l'a accentuée. Et ça a été la première chose. Ensuite, effectivement, la rencontre avec Edwige, qui est quelqu'un que j'aimais beaucoup et avec qui nous avions des discussions et qui, un beau jour, m'a dit écoute, voilà, j'aimerais que tu intègres le CRIF, voilà, avec un poste de vice-président. Donc voilà, et cette femme-là avait une telle énergie, une telle foi dans ce qu'elle faisait, qu'on ne pouvait rien lui refuser. Absolument. J'ai souvenir des discussions dans les dernières semaines où on avait en partage un certain intérêt, et pour ce qui la concerne, je dirais même une passion pour Napoléon. Vous pouvez m'expliquer en quoi consistait le rythme de travail de Napoléon, qui mangeait à chaque fois sur le pouce et qui travaillait toujours et encore depuis les Tuileries, depuis qu'il était premier consul et au-delà. Et bien sûr, une énergie qui nous a tous portés. Alors, on va faire une petite pause, quelques notes. Vous avez choisi Vivaldi, les 4 saisons, le printemps. En l'occurrence, alors ça tombe très bien. Aujourd'hui, c'est le 15 janvier. Vous savez, c'est là, statistiquement, paraît-il, c'est la journée la plus déprimante de l'année. Bon, oublions les statistiques, il fait beau. Nous avons Vivaldi, nous avons votre histoire. Et dans quelques instants, nous allons parler du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Il y a une actualité. Vous raconterez aussi ce que c'est que le CRIF. Première pause musicale. Je n'ai pas expliqué pourquoi Vivaldi. Vous allez expliquer après. Bah oui. J'ai dit que c'était votre choix. Ah ouais. Regardez, je vous ai ouvert la petite Ça bouteille. va? Merci Fred. C'est parfait. Alors pensez bien au micro. Et pourquoi Vivaldi? C'est vrai ça? Eh bien, parce que c'était une époque baroque que j'aime beaucoup. Ah, d'accord. C'est Venise. Vous êtes féru du Maroc, d'accord. Voilà, et puis ces 4 saisons, moi j'adore l'automne et le printemps. Hein. Oui. Et quand on arrive sur ce morceau du printemps, on sent vraiment cette renaissance. Et pour moi, c'est un parallèle avec Pessah. C'est-à-dire que je sens comme ça cette libération du peuple Mois juif. du printemps, Chodesh Aviv. Voilà, je sens cette libération en écoutant cette musique. J'écouterai plus Vivaldi de la même manière. que j'ai- La prochaine fois, les plateaux au-dessus de la tête, on chantera Vivaldi. Vous savez qu'il était prêtre, quand même. Oui, mais je sais bien. Excellent. Voilà. C'est un immense compositeur. Oui. Et puis quand vous pensez qu'il a vécu une époque, il a rencontré Goldoni, certainement qu'il a croisé Casanova, enfin voilà, ça fait rêver cette Venise, cette vie vénitienne, enfin je veux dire Venise, ça vous fait rêver quand vous êtes à Venise, oui. Qui dira le contraire? Ça Ah oui, vous fait... qui dira le contraire? Bon. Donc là, on va parler du CRIF. parler du CRIF. On va parler bien sûr 2 mots juste qu'il faut pour Vivaldi.
ce choix. Et alors, Renaissance, hein, tout un symbole, c'est très intéressant. On va parler du CRIF, on va rappeler ce que c'est, hein, comme convenu. Et puis, l'actualité, hein, donc on a Prix Bloom, enfin il y a l'activité récurrente, Bah, il y a dîner, déjeuner. il y a oui, voilà, puis on va parler des déjeuners débats. On va pas tarder, donc très bien. Communauté, c'est notre nouveau rendez-vous radiophonique, mais aussi en direct sur les réseaux sociaux. Notre invité du jour, c'est Yves Ganancia, président du CRIF Grenoble-Dauphiné. Nous avons parlé de vous, Yves Ganancia, et avons découvert un formidable parcours et des sources d'inspiration familiale, communautaire, mais aussi eu égard à l'histoire qui sont là, aux origines donc de vos engagements, de votre engagement très fort, qui est un engagement de toute la famille, il faut le rappeler. Vous avez souhaité nous faire entendre Vivaldi, les 4 saisons, le printemps. Pourquoi ces quelques notes, maintenant, ici? Parce que le printemps, c'est la Renaissance. Et en fait, ça m'émeut toujours, cette renaissance de la nature. Et puis ça me fait penser à la fête de Pessah, à la libération du peuple juif. Donc c'est pas une musique qui a été écrite pour ça, pas du tout. Mais en tous les cas, moi, c'est comme ça que je la vis. Oui, ça n'aura échappé à personne qu'on n'est pas dans la liturgie de la Pâque juive. En même temps, vous savez que cette semaine, c'est la section, la lecture de la Torah cette semaine contient le cantique de la mer Rouge. On aurait pu imaginer une adaptation vivaldienne. Alors merci en tout cas pour ce choix. Dans ce deuxième temps qui nous est donné de partager, nous allons parler de votre responsabilité institutionnelle principale qui est la présidence pour Grenoble-Dauphiné du CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France. Comme chacun sait, le CRIF est né à Grenoble. Alors les Lyonnais, je crois, nous disputent la paternité. Oui, Bon, oui. on va quand même pas se faire une cure de révisionnisme réciproque, ce serait malvenu. Voilà, Mais je pense que les prémices étaient à Grenoble et qu'ensuite ça a été officialisé à Lyon. dans l'histoire de France et Pendant d'Europe la guerre. et du monde, il se passe beaucoup de choses à Grenoble. 43, en avance. 43, 44. Oui, 43, hein, en fait, dans la clandestinité. Le Oui, CRIF oui, est né dans la clandestinité. En même temps Alors- que le centre de documentation juive contemporaine. Absolument. Qui est né ici à Grenoble. On a très récemment encore honoré L'an dernier. la mémoire de M. Schneerson, L'an dernier. qui avait réuni les premiers documents et créé donc, ce centre de documentation. Alors, qu'est-ce que c'est que le CRIF pour nos auditeurs, nos internautes qui nous suivent? Comment Alors, vous définissez cette grande institution? Alors, le CRIF, qui était au départ le Conseil représentatif des Israélites de France, et qui par la suite est devenu le Conseil représentatif des institutions juives de France, c'est-à-dire 54, qu'il est ça devenu, comprend 54, je crois, c'est ça? devenu plus quelque chose de communautaire, en fait, hein, c'est-à-dire que les adhérents sont les associations et non plus à titre individuel. Voilà, donc en fait, les objectifs du CRIF, c'est donc en fait de défendre la communauté juive au niveau des institutions de la République, la lutte bien sûr contre l'antisémitisme et toute forme de racisme, et puis tout ce qui est mémorial, toutes les cérémonies mémoriales, c'est-à-dire de perpétuer la mémoire de la Shoah pour l'éducation. Déjà pour la mémoire de nos morts, mais aussi pour que ça serve pour l'éducation de la jeunesse. Voilà, et puis le CRIF aussi a un très fort attachement, comme tous les juifs français, avec l'État d'Israël, et soutient l'État d'Israël, non pas le gouvernement d'Israël, mais l'État d'Israël d'une façon générale. Mais vous tenez à cette distinction qui vous est souvent, peut-être à grand renfort de flou artistique, qu'importe d'où vient la responsabilité de ce flou, mais on reproche souvent au CRIF d'être une sorte de suppôt d'une politique. Et vous défendez, ou plutôt vous éclaircissez en permanence ce point. Oui, en fait, le CRIF n'est pas le soutien d'un gouvernement, mais le CRIF soutient la politique d'une façon générale de l'État d'Israël, et le CRIF est très attaché
à la vie de l'État d'Israël, parce que en fait, les gens connaissent mal, mais la question, ils se permettent souvent d'en parler sans vraiment connaître la question, c'est qu'aujourd'hui, l'État d'Israël, il est menacé dans son existence. C'est ce que le CRIF défend, c'est l'existence de l'État Le d'Israël. droit à Israël pour exister. Je crois qu'il y a même une ambiguïté sur le mot sioniste, qui aujourd'hui, c'est presque une insulte, alors qu'en fait, un sioniste, c'est quelqu'un qui est pour le retour du peuple juif sur sa terre ancestrale. Mais aujourd'hui, il y a une forme de révisionnisme qui considère que ce n'est pas la terre ancestrale du peuple juif, il n'y a pas d'attachement du peuple juif avec même Jérusalem, et que tout ça, eh bien, ça rentre dans des fadaises, voilà, ce qui, en fait, nous sommes obligés de combattre. On est obligé de combattre même certaines évidences. Alors c'est important le diagnostic que vous posez, c'est que il y a souvent des querelles qui ne sont pas des querelles de mots, mais des querelles par manque de mots, par manque de clarté sur les mots. Souvent, quand on dit sionisme, on ne parle jamais de la même chose, on ne parle pas en tout cas de la même chose, et ça crée des querelles très violentes, des clivages très profonds, qui sont d'autant plus stériles. Et vous revenez donc toujours sur la définition, c'est d'une très grande importance. Alors, le CRIF, c'est aussi produit des grands rendez-vous républicains à l'échelle nationale, et bien sûr, au niveau des délégations régionales, c'est le cas pour Grenoble, Dauphiné. Vous avez, hormis donc votre présence républicaine, vous organisez des rencontres. Est-ce qu'on peut parler des rencontres du CRIF Oui, Grenoble-Dauphiné? En fait, au niveau de Grenoblois, il faut savoir, parce que ça, c'est pas très, très bien connu, c'est que le CRIF est l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, que ce soit la préfecture, les maires, les députés. On est en relation aussi, le CRIF, avec le service de protection de la communauté, et nous sommes régulièrement en contact avec, cette semaine, j'ai rendez-vous avec le nouveau procureur de la République, qui vient d'être installé le 2 janvier. Donc nous sommes en relation voilà, avec toutes les autorités de l'État. Le CRIF organise ou participe à toutes les cérémonies mémorielles au cours de l'année. Auschwitz qui aura lieu la semaine prochaine, bien sûr, à la synagogue Rachi, le 24 janvier, je crois qu'on peut le rappeler aujourd'hui. Et le dimanche 27 janvier au niveau... Parc Mistral, monument aux morts. 11h. Hein. 11 Donc heures. on a la rue Maginot, synagogue Rachi, 19h, jeudi 24 janvier, et voilà. dimanche à 11h, au Diable Bleu, par Parc Mistral. Ensuite, nous aurons d'autres cérémonies, le souvenir de la déportation fin avril, Yom HaShoah cette année le 2 mai, Yom Ha'atzmaut avant, qui sera célébré, organisé par le CRIF conjointement avec toutes les associations qui veulent s'y joindre au Centre culturel juif, et bien sûr avec la participation du Centre culturel juif, et la cérémonie du Veldiv, de la commémoration du Veldiv, qui est le 16, en principe le 16 juillet. Voilà, donc le CRIF déjà participe au organisation. Totalement présent sur le volet mémoriel, voire Voilà, même organisateur et instigateur. Voilà. Ensuite, au niveau politique, nous organisons le dîner du CRIF, donc une fois par an, qui cette année sera au mois de juin. Les derniers invités, c'était il y a 2 ans Nicole Belloubet, Manuel Valls l'an dernier. Cette année, je ne peux pas encore dévoiler l'invité. Il y a un souci d'alternance. Hein. Voilà, Ils ont bien les choses ainsi. on essaye d'avoir une alternance. Disons à nos auditeurs qu'il ne faut pas s'offusquer d'une invitation cordiale dans un sens ou dans un autre, car il y aura alternance entre les 3 axes, j'imagine, droite, gauche, en marche, droite, gauche, centre, que sais-je. Sachant qu'on est en plein remaniement politique en France, mais a priori on n'aura pas... Vous évitez les extrêmes néanmoins. Voilà, on évite les extrêmes, on les invite pas. Ça c'est la politique nationale du CRIF, hein, parce que moi j'applique quand même les recommandations nationales. Et quand j'ai un doute, j'appelle le CRIF national. Quand je suis embarrassé par une question, j'appelle le CRIF national qui me répond toujours. Voilà, ensuite, on a organisé dans le passé, et on le refera l'année prochaine, des petits déjeuners politiques à l'occasion des élections, donc qui sont ouverts avec un nombre de places limitées, bien sûr, des petits déjeuners politiques où les principaux candidats sont invités. Alors on l'a fait pour les dernières législatives, et avant pour les municipales, et on le refera pour les prochaines municipales à Grenoble. Et les européennes, dites-moi?
Alors, les Est-ce que le CRIF s'intéresse à Oui, l'Europe? Oui, bien sûr, les Européennes s'y intéressent. Malheureusement, le type de scrutin cette année, je veux dire le scrutin de liste, ça sera difficile d'inviter des personnalités locales. Donc, voilà. Puis, bon, j'ai bien peur, ça c'est à titre personnel, que ce soit plus un référendum pour ou anti-Macron que véritable, et que le vrai débat des Européennes, on l'est pas, ce qui est dommage. Alors, actuellement, on organise des déjeuners-débats. Des déjeuners-débats parce qu'on a ressenti le besoin d'approfondir. D'abord, les élections législatives de 2017 ont amené toute une nouvelle classe politique. Et il était important, justement, de prendre des contacts et d'approfondir les relations et les questions. Alors, au dîner du CRIF, où il y a 300 personnes, c'est difficile d'avoir un échange avec chacun. Et donc, il nous a paru intéressant d'avoir des petits déjeuners qui ne sont pas seulement politiques, puisque on a invité, bien sûr, la députée Émilie Chalas, on a invité Michel Savin, le sénateur, mais on a eu aussi le président de l'université Grenoble-Alpes, Patrick Lévy, et la semaine dernière, le nouveau président de la LICRA, Mohamed Djerbi. Voilà, donc en fait, c'est inviter des gens qui sont aussi, qui peuvent être du monde économique, du monde associatif. Universitaire. Donc Universitaire. en fait, Voilà. vous entreprenez, vous portez les relations publiques de de la manière communauté. à mieux faire connaître le CRIF et de mieux faire connaître et de défendre nos problématiques, nos sujets de préoccupation dans la communauté. Alors, il faut souligner une belle réussite du CRIF local. C'est que la question de la représentativité est, j'imagine, dans toutes les communautés ou dans toutes les identités, une question sensible. Au niveau national, c'est un sujet récurrent. Comment fonctionne cette représentativité? Elle est effective, elle est peu connue dans le détail d'ailleurs. Mais en tout cas, la question, sinon en interne, en tous les cas pour quiconque s'intéresse au CRIF au niveau national, se pose. En revanche, vous avez une belle réussite, disais-je, sur le plan local, car on a quasiment toutes les forces vives de la communauté qui œuvrent au sein du CRIF, qui sont à vos côtés. Oui, à une exception près, on peut dire qu'on fédère toutes les associations. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le CRIF, indépendamment d'être présent sur toutes les cérémonies et toutes les manifestations, le CRIF porte plainte, alerte le procureur, assiste à la cellule de veille contre l'antisémitisme et le racisme, se préoccupe des questions de sécurité en liaison avec le directeur du SPCJ localement. Donc c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de réunions. Je pense que le commun des mortels, enfin les gens de la communauté n'en ont pas toujours conscience, mais nous avons porté plainte et nous allons, pour des faits d'antisémitisme, sur la journée des Tuiles il y a 2 ans. Là, nous allons déposer une plainte pour ce qui s'est passé cet été, organisé par le mouvement boycott des investissements sanctions. Donc, je veux dire qu'on a, par le biais du site du CRIF, que j'invite d'ailleurs les personnes à s'y référer, hein, on a des courriels qui nous arrivent de gens qui sont victimes d'antisémitisme au travail. Donc en fait, on a un travail de terrain qui est important. Donc vous êtes aussi une écoute, un interlocuteur pour les personnes qui se sont révisées. Voilà, qui n'est pas très connu, mais en fait, on a quand même un travail de terrain qui est important. Votre communication, elle est tout à fait excellente. Vous êtes présent sur le web, vous échafaudez un projet de newsletter, vous aimeriez pouvoir être... Alors, précisons que CRIF Grenoble-Dauphiné, c'est une équipe de bénévoles qui se rendent disponibles, vous le premier, donc, pour accomplir, donc, selon tous ces axes, relations publiques, politiques, présence aux côtés des victimes d'antisémitisme, et puis le volet mémoriel, et j'en passe. Donc tout ça, c'est du temps que vous consacrez, vous et toute votre équipe. Il y a un très beau site du CRIF qui regroupe un peu d'ailleurs toute l'actualité communautaire. C'est une vraie référence, une vraie mine. Et on peut donc, via ce site, entrer en contact avec vous, donc le cas échéant, si une difficulté liée à l'antisémitisme se faisait ressentir.
Vous intervenez aussi au-delà du cercle de la communauté, où il vous arrive d'être présent pour soutenir d'autres causes extra-communautaires. Ah bah de toute façon, toutes les causes qui concernent le racisme, de toute façon générale, hein, et la xénophobie, et voilà, nous sommes aussi très proches de la communauté arménienne. Participons à l'anniversaire du génocide au mois d'avril, l'anniversaire de l'indépendance de l'Arménie, nous sommes très proches d'eux, et de toute façon nous sommes ouverts à toutes les personnes qui veulent bien débattre ou en tous les cas discuter avec nous. C'est pas facile de porter le poids de l'institution, surtout lorsqu'on s'appelle Yves Ganancia, qu'on est un homme de dialogue et de ferveur. Et pourtant, vous y arrivez magnifiquement. Le CRIF, le dialogue, comment vous voyez ça dans les années qui viennent? Ah ben, je pense qu'il faut poursuivre le dialogue avec toutes les composantes de la société, et bien sûr toutes les religions, et que en fait, dans cette période très troublée, on peut le dire aujourd'hui, hein, eh bien, il n'y a que le dialogue qui peut nous permettre d'avancer, et surtout pas d'avoir recours à la violence. Voilà. Mais ce que je voudrais aussi, c'est présenter le prochain événement du CRIF. Donc en fait, dimanche prochain, la cérémonie de remise du prix Louis Blum. Alors dimanche prochain, si vous nous entendez dimanche, ce sera tout à l'heure. Hein, il faut bien le dire. Ah oui. Donc ça coïncide Donc avec c'est le Toubichvat 20 janvier. d'ailleurs. C'est le nouvel an des arbres Voilà. par ailleurs, pour le Alors, calendrier juif. Le Le 20 20 janvier, janvier, à 18h15 à l'auditorium du musée de Grenoble. Donc, remise du prix Louis Blum. Voilà. Qui est Louis Blum, Yves Ganancia? Alors Louis Blum, c'était un monsieur, on peut dire un humaniste, et je pense qu'il aurait aimé qu'on le caractérise comme ça, très investi dans la communauté, qui est un des fondateurs du jumelage Grenoble-Bréau-Vote, qui a été président aussi du Bnei et sa famille, son épouse et ses filles ont souhaité honorer sa mémoire avec cette remise du prix Louis Blum. Donc en fait l'objectif c'est de le remettre à une personne ou une association qui s'est distinguée dans la lutte contre le racisme, qui s'est investie dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. C'est en partenariat avec la ville de Grenoble, Avec la ville de faut-il Grenoble. préciser. Et qui lutte pour la préservation de la mémoire de la Shoah, et bien sûr qui lutte pour les droits de l'homme. Aujourd'hui, on devrait dire les droits de l'homme et de la femme, bien entendu. Voilà. Oui, donc très en juste. fait, nous avons Les eu, droits de la femme et de l'homme, voilà, peut-être. nous avons eu beaucoup de... On peut citer quelques personnalités Voilà. qui ont été récipiendaires de ce prix Louis Blum. Simone Veil, entre autres. Simone Veil. Robert Badinter, Simone Lagrange, des associations telles que SOS Racisme, Les Justes de l'Isère, le père Patrick Desbois, Alexandra Kadi, Samia Essaba, Latifa Ziaten et Eva Sandler, victimes des meurtres De Montauban et Toulouse. de Montauban et Toulouse. Hassan Chalgoumi, que vous avez reçu pour la L'imam remise du Assel prix. Chelgoumi, et puis aussi des associations, donc Yad Vashem, et puis représenté par Pierre-François Veil, Le fils de Simone Veil. Et l'an dernier, donc en fait, c'était le mémorial de la Shoah, représenté par Éric de Rothschild. Alors, cette année, le récipiendaire est un personnage que je connais bien, Oui, je crois. que j'aime particulièrement, eu égard à mon passé provençal, et qui a fait, pour ainsi dire, sortir de terre un mémorial tout à fait particulier. C'est le mémorial du camp d'Émile, et qui, en dans la partie à proprement parler mémoriel, possède un volet réflexif prodigieux. Cet homme, c'est Alain Chouraki, donc qui sera à l'honneur ce dimanche. Voilà, Alain Chouraki, directeur de recherche au CNRS. Et donc, en fait, c'est la fondation du camp d'Émile qu'il a créé, que l'on honore, et en fait, on aura la chance que ce soit son président, Alain Chouraki, qui vienne recevoir ce prix. C'est un travail énorme de 30 ans, parce que c'est un travail de mémoire, mais aussi un travail d'éducation
qui a été menée au camp des Mines. Je pense qu'il vous racontera tous les efforts qu'il a fallu déployer. C'est le travail de toute une vie et c'est une famille remarquable. Vous aurez l'occasion, mesdames et messieurs, de les découvrir. J'ai envie de vous dire bravo le CRIF, bravo Yves Ganancia et pour vous dire bravo, bravo Monsieur Le Monde. C'est votre deuxième choix, deuxième pause musicale. C'est Michel Fugain et le Big Bazar. Nous les écoutons. Ah, magnifique. 76. 76, c'est mon année de naissance. Alors vous expliquerez aussi pourquoi bravo Monsieur Le Monde. Hein. Bon après voilà, la dernière partie elle est détente. Ça se passe bien. Ouais. C'est passionnant. Ça interpelle. Ça interpelle, hein. Bon, on va rentrer dans le sujet, on se cache pas derrière notre petit doigt tout de même. Non. On a Sur une activité, vous avez vu, j'étais... Bah ouais, une petite ligne droite, vous avez encore... Oui, on pousse jusqu'à midi moins quelque chose pour un Moins petit deux pour libérer. 2 notes de générique, moins 2. Idée, moins deux. Et on sera bon. Voilà, parfait. Nickel. Bon, on aurait peut-être pu mieux équilibrer, mais bon, voilà, on va faire comme ça. Oui, parfait. Hein. C'est est important de raconter tout ça. On est bon. On n'a pas trop d'une heure. Hein. Une heure, c'est bien. Une heure, c'est bien. Donc on est toujours en direct, hein. Vous avez nous sommes suivis et nous serons regardés pendant et après. On sait combien de personnes suivent là? Là, alors ça voyage beaucoup. Là, il y a 2, tout à l'heure il y avait 6, il y a eu un moment 11. Puis après vous avez le nombre de vues, vous verrez. Donc ce genre de vidéos, elles sont vues en général 300-400 fois, à peu près. Mais vous pourrez ensuite, alors je vous la téléchargerai, vous pourrez l'exploiter, je ferai quelques coupes peut-être, et vous pourrez l'exploiter ensuite. Ok? La mettre sur le site du CRIF, comme on vous semblera. Vous l'avez rencontré, Michel Fugain? Vous avez été le voir en concert? Oui, j'étais le voir en concert. C'est un Grenoblois. Eh ouais! Ah bah voilà! Et son père était un immense résistant communiste qui a été honoré par la ville de Vorep. Il était honoré à Vorep puisqu'il exerçait à Vorep. C'était un grand résistant. Vous vous rappelez le chiffon rouge? Toujours Fugain à Big Bazar, le chiffon rouge. On va dire que c'est une des dernières un des derniers grands textes de gauche, peut-être avant, comment dire, changer la vie de Pagani pour le Parti Socialiste, pour le candidat Mitterrand à l'époque. Changer la vie ici et maintenant. Il avait fait les paroles, je crois. Hein. Communauté, Nissim Sultan avec Yves Ganancia, président du CRIF, Grenoble, Dauphiné, nous avons découvert l'actualité du CRIF. Maintenant, c'est dans les tréfonds de votre âme que nous allons puiser pour débattre ensemble, quelques minutes seulement. Vous m'avez dit, vous savez, moi, je suis un scientifique. Et pour un scientifique, c'est compliqué. La foi, bien que votre engagement, d'aucuns pourraient en juger, est total. Vous avez la fibre, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez foi en ce combat que vous menez. Donc vous êtes un grand croyant, et pourtant vous dites, mais je suis tout de même un scientifique. Ça, c'est votre formation. Dites-nous en plus, s'il vous plaît. Vous savez, quand on a fait des études scientifiques, on s'en tient à la démonstration scientifique, même scientifique au sens des sciences de la nature, des sciences de la vie, parce que moi j'ai étudié essentiellement la biologie, donc biologie, bios, c'est la vie en grec, et je revendique d'ailleurs d'avoir étudié les sciences de la vie, parce qu'il n'y a rien de plus magnifique que les sciences de la vie pour moi, et il n'y a rien de plus beau que la vie. Et donc en fait on a été habitué à une démarche scientifique avec des démonstrations, des hypothèses, des démonstrations, des conclusions, des expériences,
scientifique. Et même avec ce qu'on appelle les sciences humaines, j'ai du mal. J'ai du mal avec les expérimentations quand je lis en psychologie ou en sociologie par rapport à nous, voilà, en plus à notre formation scientifique. En plus, quand on est dans les sciences médicales, on nous inculque une grande rigueur. Une grande rigueur, c'est-à-dire que on m'a enseigné le matin quand je me lève, je n'ai pas le droit à l'erreur. J'ai été formaté comme ça, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit à l'erreur. Et quand j'en parlais avec les personnes qui travaillaient avec moi, c'était lors des entretiens d'embauche et tout, c'est ce que je leur expliquais. Je leur dis, là, vous travaillez sur du vivant, sur des êtres humains, et donc vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous n'avez pas le droit à l'erreur, parce que si vous faites une erreur, vous dites, écoutez, c'est une fois sur 1000, oui, mais la personne, pour elle, ça va être du 100%. Donc, on a été formaté sur beaucoup de rigueur, beaucoup d'exactitude, beaucoup de preuves scientifiques, beaucoup d'apporter toujours la preuve, puisqu'en fait, mon métier, c'était d'aider le médecin à établir un diagnostic médical, et dans son diagnostic, il avait besoin d'étayer son diagnostic par des examens radiologiques ou des examens biologiques. Ou des données fiables. Et donc, voilà, et nous étions, vous savez, un malade, c'est une enquête policière, qui commence d'ailleurs par l'interrogatoire, d'accord. Puis l'auscultation, hein, ou la fouille du suspect, disons, bon, et à la recherche justement de la cause de la maladie, et ensuite, nous, on venait en complément apporter des preuves, comme les laboratoires scientifiques de la police, des preuves complémentaires pour étayer un... Donc on n'a pas le droit de se tromper et on doit être vraiment très très rigoureux. Alors, après, je veux dire, par rapport... Sur le volet religieux, cette rigueur vous pose problème? C'est un problème dans la mesure... Qu'on vous produise des preuves? Mais ce qui me plaît dans la religion juive, c'est que j'ai toujours eu l'impression qu'on ne demandait pas au départ de croire. Et ça me plaît beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est quelque chose qui... on arrive finalement à adhérer, si j'ose dire, en étudiant. Et ça c'est un point que je trouve magnifique dans la religion juive, c'est justement que l'être juif, il est en devenir. Pour moi, il n'est pas au départ, bien sûr, on nous a transmis une culture, etc. Mais ensuite, à titre personnel, c'est quelque chose qui est en devenir, c'est quelque chose qui se fait au cours du temps, et on n'est pas juif croyant en Dieu. Hein, donc, oui, vous voulez dire qu'on n'est pas une bonne fois pour toutes, parce que ça a été décidé ou reçu depuis la petite enfance. Voilà, et ce qui me plaît, c'est justement, c'est ce qui me plaît, parce que ça me pose problème d'un certain côté, mais d'un autre côté, ça me pose problème parce que justement, moi j'attends qu'on m'apporte des preuves scientifiques de l'existence de Dieu, de l'écriture de la Bible et de tous les textes. Mais d'un autre côté, ce qui me plaît, c'est justement cette remise en question, bon, qui quelquefois va très loin, hein, avec l'exégèse du terme exiger, hein, donc exiger du texte d'en tirer la substantifique moelle, comme dirait Rabelais. Mais voilà, donc en fait, je suis par nature, et du fait de ma formation, asceptique, c'est-à-dire qu'en fait, je doute. C'est-à-dire que je suis habité. Mais je pense que le doute est une bonne chose, et à condition qu'elle ne nous empêche pas d'agir. Mais je pense que le doute vous fait avancer, et ne vous fait pas gober n'importe quoi. Aujourd'hui, on voit bien le problème sur les réseaux sociaux, etc., et toutes ces masses d'informations. Et oui, on a trop de croyances sur les réseaux sociaux, c'est ça le problème. Et donc, en fait, moi, je suis quelqu'un qui doute. Descartes disait je pense donc je suis, moi je dis je doute donc je suis, c'est-à-dire que ça ne m'empêche pas d'être, ça ne m'empêche pas d'exister, mais je suis quelqu'un qui doute en permanence et qui remet, je pense que on doit avoir un esprit critique, on doit faire fonctionner son esprit critique, essayer d'analyser, essayer d'approfondir ses connaissances et devenir au fil du temps un juif qui vous savez, c'est comme un diamant qui se polit, qui au fil de temps se devient de plus en plus précieux par les lumières qu'il acquiert. Ce que vous appelez doute n'est jamais rien qu'une démarche d'honnêteté. Qu'est-ce qu'il vaut mieux? Une certitude frustrante
devant laquelle on est interdit, qui deviendrait un tabou, parce que les certitudes en réalité sont des tabous. Oui. Et vous, ce que vous préconisez, c'est de toujours mener l'enquête. Oui, mais de toute façon, je pense que c'est dans la nature juive. C'est dans la nature juive. Oui, l'étude, l'exégèse, l'exigence. Et que même l'antisémitisme vient du fait que nous sommes toujours en train de nous poser des questions. Nous sommes un peu la faille dans un système C'est très désagréable totalitaire. d'évacuer la certitude, en réalité d'évacuer les tabous et les évidences. Voilà. C'est parfois peut-être très pénible. Dieu merci, nous n'avons pas le monopole de la question, loin s'en faut. Mais disons que nous partageons ce jeu allègrement. Merci Yves Ganancia. J'espère qu'on se reverra ici très très bientôt. On a encore beaucoup de choses à se dire. Oui, bien sûr. Vous avez été magnifique dans ce premier exercice de communauté. Un invité à découvrir, une personnalité communautaire. Jean-Luc Medina, bonjour. Et à très très vite d'ailleurs pour un prochain numéro. Nous rendons l'antenne sur Radio Kol Shalom 100 FM. Merci Merci beaucoup. de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci Nissim. Merci à vous. Et en fait, le dernier volet, on n'a pas pu développer. C'est un petit début. En fait, je voulais dire aussi On en fera d'autres. Hein. pour moi, celui qui était juif, c'est la définition de Tina Villa, hein. C'est celui qui transmet, celui qui a transmis. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est magnifique, bien sûr. Bravo. Bon, ben voilà. Vous l'avez vu dans l'émission sur le... J'ai vu Academ, j'ai vu voilà, 2-3 choses Et hier élues. soir, elle était sur conversation avec Benjamin Bretower sur i24. Un peu du News, Ouais, d'accord. mais sur Academ, elle était pas mal. Hein. L'échange était très, très, très constructif, très intelligent. Et accessible. Clair, accessible. J'ai bien aimé l'échange. Hein. Ouais, c'est une très, très belle prestation. Je vais acheter son livre. Oui, parce que, alors, dans les choses, par exemple, qu'on pourra affiner pour les prochains entretiens, ça serait intéressant de faire, vous savez, un peu comme ça, quel est votre dernier livre que vous avez lu Moi, j'avais des choses intéressantes. Ah oui, oui, on peut parler. Quel Oui, est le dernier ouvrage Écoutez, je suis preneur, c'est très bien. que Ouais. vous lisez quel Bien est livre. votre dernier coup de cœur Bon, ça peut être une exposition culturelle, hein, je veux dire une exposition, un disque, Ouais, un film. un disque. Donc les gens, ça permet de... Dernier disque. Oui, le dernier... Qu'est-ce qui vous a fait vibrer un film ou une exposition qui vous a marqué ou... Voilà, bon. Ah ouais, dernier film. Ok, on va faire ça. Bon, c'est bien, on a de matière pour une prochaine je édition. pense que le format est pas mal. Bon, après, c'est vrai qu'il faut bien 1 heure. Et... oui, c'est pas... Vous avez coupé là ou pas Non, je vais couper. Ah oui, parce qu'il faudrait couper. Bon, vous dites au revoir aux internautes alors. Au revoir aux internautes. Voilà, parfait.